Couple. Couple, le mot est, je dirais, sur toutes vos lèvres, sur toutes nos lèvres. Très curieusement, ce terme est assez récent. Auparavant, je dirais, il y a plus de 50 ans, on ne disait pas couple. On parlait d'un ménage, on parlait d'un mariage qui était toujours accolé avec un adjectif jeune. On parlait d'un jeune ménage, car la notion de ménage ou de ce qu'on appelle le couple aujourd'hui ne se concevait qu'à l'âge de 20 ans. Le temps de la formation du couple, le temps des accouplements, des premiers accouplements, qui donneraient des enfants, et puis le couple serait terminé. Je ne caricature pas. Il y a peu de temps encore, on disait les enfants, c'est la fin du couple. Et je le vois depuis, je fais beaucoup de conférences sur la sexualité, et lorsque je demande à un auditoire comme le vôtre, depuis moins de 10 ans, lorsque je demande quel est le premier empêchement à l'amour, tout le monde répond les enfants. Toujours auparavant, c'est-à-dire il y a 50 ans, il y a 100 ans, et donc en l'absence de contraception et d'avortement, certainement l'une des plus grandes révolutions de l'humanité, qui a permis notamment l'existence sociale des femmes, eh bien la sexualité est très limitée dans les couples. Au-delà de quelques enfants, donc quelques années, j'allais dire, et puis de la grande promiscuité que nous ne connaissons plus, c'était la promiscuité de la grande famille, qui d'ailleurs s'ingéniait à ce qu'il n'y ait pas de trop d'intimité dépasser le temps des enfants. La vie sexuelle s'interrompait rapidement, Freud en témoigne. Dans ses notes, Freud était très minutieux, il écrivait au jour le jour. À 37 ans, il écrit 2 points, aujourd'hui, j'arrête ma vie sexuelle. De toute façon, elle se terminait avant la ménopause. Et je consultais en 1980, beaucoup de femmes le disaient à cette époque-là. Non, la sexualité s'arrêtait avant la ménopause et la vie du couple s'interrompait à la mort d'un des deux époux. C'était ce qui signait la fin du couple. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, la libération sexuelle féminine, homosexuelle, l'évolution des rôles masculins et féminins avec une nouvelle importance accordée à la sexualité, à l'érotisme, la contraception, mais surtout, dans le même temps, l'augmentation de l'espérance de vie et la réduction de la durée du couple. Ces deux phénomènes qui surviennent en même temps aboutissent aujourd'hui à la notion, j'allais dire, de tranche de vie. C'est-à-dire qu'on va, à l'époque, dans les années 80, on parlait de refaire sa vie. C'était très nouveau. Vous savez, dans les années 50, il y avait 1% de divorces. Et lorsqu'il y avait une interruption de cette vie conjugale, eh bien, à l'âge de 40 ans, par exemple, eh bien, on pensait qu'il y avait une deuxième partie de vie. On disait refaire sa vie. Ça n'existe plus aujourd'hui, ce terme. On parlait de famille recomposée. Aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est des tranches de vie. Je dirais même qu'il y a des tranches de vie quelquefois tous les 10 ans. Et puis des familles surrecomposées. On ne dit plus famille recomposée. Les tranches de vie s'enchaînent. Lorsque je reçois aujourd'hui à Paris, c'est pas tout à fait vrai en province, c'est pas tout à fait vrai partout. Un couple, ils ont 32 et 37 ans, 32 et 35 ans par exemple. Souvent, on a toujours ce rapport de l'homme plus âgé, même dans les tranches plus jeunes, on n'a toujours pas bougé ce phénomène hétérocentré. Ils ont 32, 35 ans, ils en sont à leur 4e ou 5e tranche de vie. 4e ou 5e couple. Comment c'est possible? Mais c'est le lot de tous. Regardez, on fait un petit couple et c'est là qu'on a des couples adolescents aujourd'hui. À 15 ans, il y a une vingtaine d'années que ça existe. Auparavant, très peu. C'est-à-dire qu'ils sont acceptés par les familles, ils ont une sexualité régulière, ils vont chez les beaux-parents chaque week-end. C'est une nouveauté qui est formidable parce qu'ils sont très épanouis. Ils se reçoivent entre petits couples, entre guillemets. Très souvent, il y a une bascule terrible lorsque l'un des deux, lorsque s'interrompt le couple à l'âge de 18 ans, surtout dans l'attachement qui s'est fait avec les familles. Un deuxième couple peut se faire. Là, j'ai un problème technique parce que la diapositive passe pas. Attendez. Pardon. C'est sur mon écran que c'est pas venu comme ça.
Bon, c'est pas grave. Un deuxième couple qui va se faire, je veux dire à l'âge de 19 ans par exemple, on est cohabitants, ils sont en université. Le troisième couple à 23 ans, peut-être qu'ils feront un enfant, certains vont se marier, certains vont se séparer à 28 ans, ils font un quatrième couple à l'âge de 29 ans, et ils viennent dans ce cinquième couple. Et il faut avoir cette notion que lorsqu'on est dans ce couple dans la trentaine d'années, on a déjà eu des rencontres, on a déjà eu des séparations, on a eu des basculements de vie qui quelquefois ont été parfois dramatiques. On en vient à l'interrogation, Guéda, dont on parlait tout à l'heure. Alors, est-ce que ça vient dans votre écran? Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord sur cette question actuelle, et il n'y a qu'à voir comment les magazines la répercutent en permanence, c'est comment faire durer le couple, avec cette affirmation que je fais depuis assez longtemps. Oui, je crois que le couple est aujourd'hui le premier objet d'angoisse de nos contemporains, de vous, de moi, avec cette question sous-jacente qui est: vais-je mourir seul? C'est pas que ce soit pas gai, c'est réel. Viennent des constats. Si on regarde les constats, c'est que tous les couples ont débuté, que ce soit à 15 ans, que ce soit à 30, que ce soit à 50, que ce soit aujourd'hui des débuts de couple à 60 ans, par une phase d'enthousiasme, de passion amoureuse, c'est évident. Mais tous les couples se terminent par un affect négatif, plus ou moins partagé par les deux, parfois dramatique: dépression, mélancolie, mort. Vous connaissez le refrain extraordinaire de Rita Mitsuko: les histoires d'amour finissent mal en général. Pourquoi toutes ces histoires qui ont extrêmement bien commencé à 15, à 30, à 60 se finissent mal en général? J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'urgence de couple, parce qu'on a toujours un couple, et je rencontre énormément de couples, quelqu'un, l'un des deux membres du couple, qui dit: on a rendez-vous dans 15 jours, dans un mois, mais c'est très urgent, il faut qu'on se voit la semaine prochaine, est-ce que vous avez un rendez-vous? J'ai l'habitude de dire non. Il y a des urgences individuelles et il peut y avoir une urgence individuelle. La plupart du temps, ce n'est pas des phénomènes de violence pour lesquels ce couple veut consulter. C'est toujours pour infidélité. Toujours pour infidélité, c'est l'élément le plus fréquent actuellement, et toujours autour de suspicions. Alors elles sont réelles, supposées, imaginaires, mais autour d'un terme qui a été dit tout à l'heure dans la première conférence, autour de la notion de confiance. C'est la confiance qui est disparue, avec une réalité tout à fait particulière, c'est que cette confiance n'est pas pareillement partagée par les deux membres du couple. Comment se fait cette déclaration? C'est tout simplement, tiens, par exemple, je n'ai jamais regardé, on parlait des écrans à l'instant, je n'ai jamais regardé dans son téléphone, hein, je ne cherche pas quoi que ce soit, mais ce téléphone a sonné ou un message est arrivé. Je le lui ai amené et un message s'affichait à l'écran, vous connaissez la suite. Mais je peux vous assurer, sur les centaines de couples que je suis amené à voir, c'est toujours comme ça. C'est le seul motif, le premier plutôt motif. La majorité des découvertes fortuites sont le lot de nouvelles technologies, téléphones, écrans, relevant d'un manque d'habileté informatique. J'ai l'habitude de leur dire: vous pourriez quand même prendre quelques cours, vous débrouiller pour ne pas laisser un écran qui va réapparaître. Ou, à mon sens, plus souvent, d'un acte manqué, inconscient bien sûr. Vous vous souvenez, vous connaissez cette phrase de Françoise Dolto qui disait qu'un acte manqué est toujours un acte réussi. Et d'ailleurs, l'un des membres de ce couple va vous dire, c'est toujours un homme. Il vous dit, bon, je crois, je l'ai peut-être un peu fait exprès parce que je ne savais pas comment lui dire. Le point de bascule est ensuite la confiance. Ou plutôt, moi je dirais que sa remise en cause. Alors, on aime bien les choses genrées, mais même si les réactions masculines et féminines sont très différentes. Moi, je dirais que pour les hommes, c'est très transitif. Cette confiance, c'est tu peux maintenant me faire confiance. J'ai changé, tu peux me faire confiance. C'est-à-dire que ça semble venir de la volonté.
En face, c'est pas intransitif, c'est quelque chose qui est de l'ordre du constat. Ce n'est pas moi qui peux quelque chose. Je sens que la confiance n'est pas revenue. Et on va suivre ce couple. Et cette confiance, souvent, ne reviendra pas. Le couple est terminé. Ils ne le savent pas. Je le sais parce que c'est toujours comme ça. La confiance peut revenir, mais ça ne revient pas comme ça. Et très souvent, elle ne peut pas revenir. Quand la confiance disparaît, la vie bascule. Le couple n'est plus couple. Le lien se distend. Il y a 3 grandes causes de séparation. L'infidélité, je viens d'en parler. Les violences, l'insatisfaction sexuelle ou affective. Mais je dirais ce qui va amener cette bascule et la nature de cette bascule, je fais très attention à mon temps, je l'ai minuté. D'habitude, je parle toujours sans notes. Mais alors, vous ne m'auriez pas arrêté une demi-heure plus tard. Donc aujourd'hui, je suis des notes et je serai à 14 minutes. Oui, l'effet d'annonce qui va le plus souvent conditionner la gravité du basculement. L'effet d'annonce est bien sûr la structure de la personnalité. Le goût du drame chez certains qui le cultivent parfois de façon sadique, j'allais dire, pour mieux dénoncer l'autre, pour activer sa culpabilité. J'aime bien ce que dit Marie-France Irigoyen dans ses Nouvelles solitudes. Elle parle de quelque chose de terrible qui sont ces nouveaux isolements après séparation. Marie-France dit ceci: à l'heure où les couples sont de plus en plus éphémères, les ruptures deviennent de plus en plus dures. Dès qu'un différend apparaît, les mots se font de plus en plus violents, voire cruels, et très vite, l'un des deux partenaires vient à parler de séparation. C'est nouveau, c'est-à-dire que l'un des deux va parler. L'hystérisation de la situation sera encore le lot, alors la personnalité souvent immature, la prise à témoin des enfants, la dénonciation de l'autre devant les enfants, quelque chose de très infantile, la prise à témoin des parents, des frères, des sœurs, de la famille. Faut-il rappeler que le conflit du couple, on est obligé de le rappeler, le conflit du couple adulte aujourd'hui me semble ne regarder que les 2 partenaires. Le passage à l'acte de la séparation pourra connaître de multiples modalités que nous devons apprécier, et c'est nous, thérapeutes, gynéco, sage-femme, toute personne, médecin qui sont au suivi de l'un ou de l'autre du couple, nous devons les apprécier pour suivre, pour essayer de voir comment on peut accompagner ce couple qui est absolument en déshérence dès qu'il y a ces modalités-là. Il est revenu à 23 heures. Je lui ai dit, tu choisis soit de partir avec elle, soit tu restes avec moi et on recommence à zéro. Enfin, recommencer à zéro, on ne peut pas. Ça, il n'y a qu'une femme qui peut le dire. Parce qu'en face, un homme va dire, on recommence à zéro, t'embête pas. Et elle sait que c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais elle dit, bon, on peut recommencer. Mais tu prends une décision. Il m'a dit, je pars. Je lui ai dit, tu pars. C'est mot à mot un dialogue que j'ai entendu. Eh bien, je peux vous dire encore une fois, c'est mot à mot un scénario de série. Il m'a dit, je pars. Je lui ai dit, tu pars. On ne sait que rejouer les modèles, le modèle parental ou le modèle télévisé, le modèle sociétal aujourd'hui. Les couples se séparent comme les séries. On se sépare sur un différend parce qu'on baise moins, parce qu'on a lu que c'était pas comme ça les autres. Autre scénario. Je peux te poser une question. Es-tu toujours amoureuse? Non, je ne le suis plus. Tu t'en es rendu compte. Eh bien, on va se quitter. Ce dialogue n'est pas rare aujourd'hui entre 2 adultes bien conscients, très matures et bien conscients de la labilité du couple et qui savent qu'ils feront plusieurs tranches de vie. Entre ces 2 exemples et au-delà, la fin du couple est souvent cataclysmique, majorée par le retour refoulé des différents conjugaux, et c'est surtout, je crois, le temps depuis lesquels ils sont ensemble qui va majorer la crise. Et l'angoisse majeure contenue dans le mot séparation, ça signifie tout simplement ce que j'ai dit tout à l'heure, seul à nouveau. Donc angoisse. La rupture
signe la disparition de l'imaginaire fantasmé, imaginaire personnel, hein, imaginaire de l'autre, imaginaire du couple. Il y a une disparition, un émoussement de l'idéal du moi conjugal. Qu'est-ce que je fais sans mon idéal du couple et l'image relationnelle dans la société? Le trauma peut être différent, sidérant. La violence des amants désormais séparés pourra prendre des formes extrêmes, invectives, injures, dévalorisation, formules blessantes comme pour détruire ce qui reste de l'amour. Et c'est souvent pour cela qu'on le fait, puisque c'est terminer le couple. Surtout quand j'en ai pas envie que ça soit terminé. Le trauma est entretenu par la répétition des scénarios. Alors c'est quelque chose qui a été montré, il y a beaucoup de publications là-dessus. Combien de couples répètent la rupture, quelquefois pendant des mois, des années, devant le thérapeute, comme pour prouver qu'il subsiste un lien entre eux. Mais c'est évident, sinon ils ne seraient pas là. Ce qui est une évidence, sinon ils ne se déchireraient plus. Merci de m'avoir écouté. Bravo à tous. Ce sont des magnifiques interventions et je suis sûr que dans un an, lorsque vous reviendrez ici, vous vous souviendrez de celles que vous avez entendues aujourd'hui. Y a-t-il des questions dans la salle? Pour démarrer, je voudrais poser une question à notre dernier intervenant, M. Robin. Le fait de passer du pour toujours à tranche de vie, est-ce que ça a banalisé les ruptures ou est-ce que ça les a exacerbées? Je dirais, quand je dis les ruptures, les scénarios de rupture. Vous avez l'impression que c'est une exacerbation ou au contraire que puisque ça se répète, ça se banalise? Non, pardon. Je ne sais pas si le micro peut-être en marche. Non, ça ne les a pas du tout banalisés, je dirais même peut-être exacerbés au fil des répétitions. Enfin, ça fait quand même 3 fois que je termine un couple. Le couple dont je vous parle, ils ont 32, 35 ans, mais ils sont très conscients de leur lien. D'ailleurs, je vois des couples depuis 1980. À l'époque, on était extrêmement peu nombreux à voir des couples. Et on nous adressait, il y avait un interdit de la psychanalyse à voir le conjoint, on nous adressait des couples très pathologiques. Aujourd'hui, je vois 10 couples de suite et il n'y a pas une pathologie. Il n'y a pas de vraie psychopathologie. Je mets de côté certaines et nous sommes là pour les orienter. C'est vous et moi, mais ils ont une seule chose en commun, c'est un lien amoureux, sinon ils ne seraient pas là. Il est plus ou moins dégradé. Non, je crois que la multitude des séquences, et on le voit bien parce que cette répétition des scénarios ne fait qu'exacerber le fait que j'en suis incapable de faire couple. C'est très compliqué. C'est pas difficile. Je reprends le titre d'un livre que je viens d'écrire. On a mis 1 an à trouver. Pourquoi c'est si compliqué? L'amour, c'est le couple, ça voudrait dire. On a mis 1 an. On pensait difficile. Non, c'est pas difficile. C'est compliqué. C'est-à-dire complexe. Mais oui. Merci beaucoup. Des questions dans la salle? Oui. Je vous en prie. J'ai trouvé ça assez intéressant, les 2 topos qui se sont enchaînés entre le topo de Caroline Brochet sur les femmes qui veulent avoir la naissance de leur bébé qui se passe dans les meilleures conditions, et ensuite le topo du docteur Sylvie Dieu au Zika. Et entre les deux, la question du docteur Rada Hatem, ces femmes font-elles ça parce qu'elles veulent ce qu'il y a de mieux pour leur bébé, ou est-ce que c'est une envie personnelle? C'est-à-dire, en gros, l'attachement à l'enfant n'est pas seulement conditionné par la naissance, qui certes doit se faire dans les meilleures conditions, mais si ensuite on passe son temps sur ses écrans plutôt que de le passer avec son enfant,
quel était l'intérêt de vouloir ce qu'il y a de mieux pour son enfant au moment de l'accouchement. Pourquoi voulez-vous mettre absolument de la cohérence dans notre vie ? Après, c'est vrai que les télévisions en suite de couches, c'est quelque chose moi qui me dépasse, que je ne comprends pas. Et on en voit. Et les femmes ne sont pas dérangées. C'est-à-dire qu'on est là pour leur parler. Et est-ce qu'on peut éteindre la télévision, s'il vous plaît, madame ? Et sinon, ça ne les dérange pas. C'est quelque chose qui m'interpelle toujours, moi. Et puis après, pour revenir sur est-ce que les femmes veulent vraiment ce qu'il y a de mieux pour leur enfant ou pour elles, ou et ce que je disais tout à l'heure du phénomène de mode, et sur la péridurale, en tous les cas, ce que je voulais dire et le message que je veux faire passer, c'est qu'il n'y a pour moi aucune fierté à avoir du fait d'accoucher sans péridurale. La fierté, c'est de mettre un enfant au monde. Ouais. Ça, les femmes, elles doivent être fières, elles peuvent être fières de ça. Péridurale ou pas péridurale, ça, je crois que ça ne change pas grand-chose. En tout cas, je vais juste rebondir sur ça. En tout cas, c'est très intéressant cette question des télévisions. Moi, j'ai longtemps travaillé à la maternité des Bleuets et la télévision en suite de couche était interdite, ce qui rendait nombre de femmes tout à fait furieuses. Mais il y avait vraiment un sens et c'était il y a 20-30 ans. Un petit commentaire aussi, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord pour l'histoire de la télé dans les maternités, et elles sont peut-être furieuses, mais on pourrait justement, ce serait l'occasion, et même avant, lors de la grossesse, de parler de cette place de l'écran et de leur dire la nécessité de cette disponibilité. Elles se font avoir, encore une fois, j'ai parlé de la captologie, tout le monde se fait avoir. Alors, elles veulent le mieux pour leur enfant, on en est même, je vous l'ai dit, jusqu'à apprendre via l'écran. C'est vraiment une situation que je rencontre en pensant qu'elles font bien en donnant l'écran à leur enfant. C'est pour ça qu'il faut tout débobiner et reprendre dès la grossesse, à mon avis, et à la maternité, cette problématique. On prend une dernière question du docteur Frédéric Chiche. Oui, juste une précision. Je rebondis sur l'extraordinaire topo de Caroline Brochet, qui dit finalement que l'accouchement physiologique est un accouchement sans péridurale. Qui le dit ? C'est nous, soignants, qui ont établi cette idée que l'accouchement physiologique est nécessairement un accouchement sans péridurale. C'est les patientes, c'est qui ? Peut-être celui-là. En fait, c'est pas moi, ça je pense que vous l'avez compris, oui, mais c'est les sociétés savantes, oui, c'est les soignants qui disent que l'accouchement physiologique, c'est l'accouchement sans péridurale. Moi, je trouve que c'est une absurdité, mais voilà. Oui. Et les femmes aussi. Ce sont les femmes qui accouchent sans péridurale qui le disent. Je suis embarrassé avec ce mot physiologique qui ne veut rien dire, qui est une espèce de pseudo-religion de la nature. C'est certain qu'avant les Lumières et avant le XVIIIe siècle, on s'en remettait à Dieu. Et puis est arrivé le XVIIIe siècle où on s'en est remis à la loi naturelle. Et donc, aujourd'hui, il y a un lointain écho de cela, avec des choses qui seraient physiologiques, qui en fait seraient halal, et des choses qui sont pathologiques et qui en fait seraient haram. Mais la vie est plus compliquée que ça.